Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde de la partie internationale du World Impact Summit qui va traiter de la question des villes durables et plus concrètement de comment accompagner la transition des villes durables. Avec nous aujourd'hui, nous avons donc comme modérateur Jorge Moron qui est journaliste franco-argentin avec un site Francia Hoy et correspondant à la télé argentine, mais aussi en tant qu'intervenante, Madame Julie Dumont, qui travaille à la ville de Libourne, élue à la ville de Libourne et adjointe au quartier, à la démocratie participative, au budget participatif et au dialogue citoyen. Nous avons aussi Monsieur Fabrice Bonifay, président de C3D et directeur développement durable de Bouygues Construction, et finalement Michel Pétole-Temps, qui est le fondateur, architecte et fondateur de l'agence 4A. Je vous laisse donc commencer cette table ronde avec notre modérateur, M. Moron. Merci beaucoup, M. Pratt, et merci à nos trois intervenants d'être présents pour discuter d'un sujet qui est vraiment essentiel, aussi important dans le monde, pas que en France, et qui, pour beaucoup de personnes, souvent ceux qui nous regardent, en fait, n'est pas peut-être si évident de connaître le concept d'une ville durable. Et je me suis dit que ça pourrait être peut-être une bonne occasion aussi pour savoir ce qui est pour vous une ville durable, en fait. Donc, je commence avec vous, Madame Dumont. Quelle est une ville durable, en fait, c'est quoi pour vous? Alors, je vous remercie de me faire commencer sur une question aussi simple. Écoutez, moi je commencerai simplement peut-être par faire un petit pas de côté ou un petit pas en arrière, tout simplement parce que pour moi la ville durable, elle a évolué, ou en tout cas la vision qu'on en a évolué depuis, on va dire, les années 2000, où l'approche qu'on pouvait avoir, elle était essentiellement environnementale. On parlait beaucoup d'équipements, on parlait d'énergie renouvelable déjà. Et puis, les cadres de référence qui ont permis d'aider les collectivités à s'y retrouver un petit peu dans cette définition de la ville durable ont évolué. Et au-delà des aspects techniques ou des aspects impact écologique, il y a vraiment une approche qui était centrée sur aussi la participation, les manières de faire cette ville durable. C'est-à-dire qu'il y a le concept de ville durable, ce qu'elle est, mais il y a aussi comment on arrive, on aboutit, la démarche qui permet d'aboutir à une ville durable. Et moi, ce qui m'a intéressée particulièrement, puisque au-delà de ma fonction aujourd'hui d'adjointe à la démocratie participative, j'accompagne également des projets de développement durable depuis de très nombreuses années. Et voilà, ce pilier de la participation citoyenne m'est apparu comme vraiment un pilier indispensable. Et donc, pour moi, une ville durable, c'est une ville qui est co-construite par les habitants, en même temps qu'elle est pilotée, que les élus d'une collectivité donnent le cap. Donc voilà, donc pour moi, c'est une association, surtout, une même vision qui est partagée et qui va permettre effectivement de mettre en place des solutions qui peuvent être techniques, qui peuvent être des pratiques, mais pour moi, une ville durable ne peut pas s'envisager sans la contribution des habitants. Je vais donner un exemple tout simple. Si vous concevez, j'en profite que nous ayons un architecte avec nous, si vous concevez des bâtiments particulièrement performants énergétiquement, mais que par ailleurs les usagers ne sont pas formés à l'utilisation de ces bâtiments, on peut passer à côté, entre guillemets, d'un impact écologique efficace. De la même façon, quand on équipe une ville, on va mettre par exemple des containers pour les déchets, pour le tri, etc. Si les gens ne font pas le tri, en fait, ces containers sont inefficaces. Donc voilà, donc c'est un petit peu, alors ça c'est des exemples un petit peu grossiers, mais tout part, selon moi, aussi de la capacité des villes à donner envie aux habitants, aux citoyens, de s'investir aussi dans cette durabilité de la ville, dans les efforts qui sont faits, puisque moi j'aime bien cette vision un petit peu systémique où on regarde les lieux, donc ce qui est du dur, on va dire, les fonctions, c'est-à-dire les usages de la ville, et puis la communauté. Et cette communauté, c'est souvent un pilier un petit peu qu'on oublie, alors que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, une ville va être durable. On a des indicateurs de durabilité qui jusqu'à maintenant se focalisaient peut-être sur les émissions de gaz à effet de serre, sur des choses là encore un peu techniques, alors que finalement, est-ce que
vérifier qu'une ville est durable, c'est pas tout simplement vérifier si les habitants qui la vivent au quotidien s'y sentent bien et se sentent, je dirais, entourés par des services, par une ambiance, quelque chose qui contribue au mieux vivre ensemble. Voilà, bon, pour une première approche, on va dire. Fabrice Bonifay, vous travaillez beaucoup sur l'accompagnement et sur la création des villes durables. Est-ce que vous accompagnez aussi ces définitions qui donnent Julie Demande sur la perception d'une ville durable? Ouais, enfin, je serais sur un autre registre, hein, je pense que Julie a raison de dire que c'est bien de faire participer les citoyens, mais enfin, aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est la nôtre, au niveau mondial, hein, c'est pas propre à la France, je pense qu'il va falloir qu'on change de braquet et que, c'est pas simplement un problème de démocratie, c'est aussi un problème de modèle carrément de ville. Aujourd'hui, nos villes, elles sont très peu productives, des flux qui sont nécessaires pour faire fonctionner la ville. On a complètement, depuis des années, déporté, la production d'énergie, d'eau, de calories élémentaires à l'extérieur de la ville. Donc, ce qui rend les villes finalement très peu résilientes en cas de choc. Et des chocs, je pense qu'on va en connaître, on en connaît déjà. Et donc il est, je pense, enfin en tout cas nous on le pense chez Bouygues, important donc de faire en sorte que les infrastructures, redeviennent productrices de leurs propres, des flux qu'elles ont besoin pour fonctionner, à commencer par les bâtiments. On est capable de faire des bâtiments aujourd'hui à énergie positive. Il faut remettre de la nature en ville productive. Alors on sait très bien que c'est pas l'agriculture urbaine ne pourra jamais remplacer, l'agriculture intensive à l'extérieur des villes, mais si on pouvait produire un peu plus de calories élémentaires à l'intérieur des villes, ça aurait plusieurs effets. D'abord, un, de la nature en ville, la biodiversité, des trames vertes, lutter contre les îlots de chaleur. Et puis tout ce qu'on pourra produire in situ, bah, c'est toujours autant de camions qui ne se baladeront pas dans la ville. Donc là, quand même beaucoup d'avantages. Sur le traitement de l'eau, pareil, c'est un peu ridicule aujourd'hui de ne pas traiter les eaux grises in situ dans la ville. Ça a un gros inconvénient qui est un gaspillage de l'eau énorme parce que si on traitait cette eau grise dans la ville, comme le fait d'ailleurs, comme le font certaines villes en Europe, bah, le gros avantage c'est qu'on pourrait la réutiliser in situ là aussi, au lieu de la jeter loin des villes dans des stations d'épuration gigantesques et de pouvoir de tirer toujours plus de ressources. On sait qu'on pourrait diviser par 2 ou par 3 la consommation d'eau des villes si on utilisait mieux les pluviales et mieux les eaux grises. Bon, je pourrais vous multiplier les exemples. On a construit les villes n'importe comment depuis une cinquantaine d'années grâce à la fée énergie, hein, parce qu'en fait c'est la fée énergie et les énergies fossiles qui ont fait que on a finalement compensé le bon sens par des machines et par des moteurs, avec des villes qui sont très peu mixtes, hein. D'un côté on dort, de l'autre côté on fait ses courses, de l'autre côté on travaille, ce qui crée des mouvements pendulaires complètement iniques et ridicules aujourd'hui, avec des gens qui passent leur temps mais avec des transports contraints. Donc on a tout faux. On a tout faux et le problème c'est que les maires ne sont pas du tout formés à cela, à ce qu'on appelle à l'écologie industrielle urbaine, au nouvel urbanisme très très sobre, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire quand même la vérité aux gens, on ne va pas aller vers des temps où on va avoir beaucoup de moyens pour réaménager les villes, on va avoir de moins en moins de moyens, donc il va falloir être très malin, il va falloir, ça ne sera pas fromage et dessert, ça sera peut-être que la moitié du morceau de fromage, donc il va bien falloir choisir les investissements à consentir, et les investissements aujourd'hui, c'est clairement la rénovation. La désartificialisation des villes, il faut vraiment désartificialiser le plus possible et travailler sur ce qu'on appelle l'intensité d'usage des infrastructures. Il faut quand même parler un petit peu de chiffres, hein, pour arrêter de blablater. Aujourd'hui, les infrastructures urbaines, qu'elles soient privées ou publiques, je parle des bâtiments tertiaires par exemple, tenez-vous bien, une école fonctionne entre 15 et 18% du temps. C'est-à-dire le reste du temps, l'école est fermée et la cour de l'école est fermée. Les bâtiments tertiaires privés, c'est 25% du temps. Donc, il est urgent d'augmenter ce qu'on appelle l'intensité d'usage et de créer même un impôt là-dessus. Plus le bâtiment est peu utilisé, eh bien, qui paye beaucoup d'impôts. Et puis, si le bâtiment a une chronotopie beaucoup plus importante, c'est-à-dire s'il est ouvert pour l'utilisateur principal aux heures ouvrables et pour des utilisateurs secondaires aux heures non ouvrables, avec un pricing adapté, et qu'on augmente l'intensité d'usage, eh bien, pourquoi pas avoir une fiscalité adaptée. Autre sujet sur la mobilité,
Aujourd'hui, on sait très bien que la mobilité l'électromobilité va se développer dans les villes. C'est du bon sens. Là aussi, il faut éliminer le plus vite possible les voitures thermiques des villes. C'est un enjeu sanitaire autant qu'un enjeu de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'une voiture qui roule en ville consomme à peu près 2 à 3 fois plus que ce qu'elle consomme en route classique, parce que les moteurs sont souvent surdimensionnés pour des vitesses qui sont extrêmement faibles. Sachez qu'à Paris, par exemple, ou à Lyon, à Bordeaux, la vitesse moyenne d'une automobile, c'est 13 km/h. Donc c'est à peine 2 fois plus importante qu'un piéton. C'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, les voitures thermiques vont devoir disparaître des villes le plus vite possible. Les voitures aujourd'hui qui sont les voitures ventouses, c'est-à-dire qu'il est le stationnement dans la ville, ça, c'est complètement ridicule de voir aujourd'hui ces voitures qui restent stationnées en permanence dans les villes. À la limite, dans Paris, il vaut mieux s'acheter un camping-car et payer le parc-mètre tout le mois pour avoir 10 mètres carrés. Ça coûte moins cher que d'un studio. C'est complètement ridicule. Donc, il faut remettre le vrai coût du stationnement. On se demande pourquoi les élus n'ont pas fait ça plus tôt. Et donc, il faut remettre les voitures dans le sous-sol, donc dans les parkings, qui sont les parkings privés qui sont libres toute la journée, la plupart du temps. Et les parkings doivent devenir des hubs d'électromobilité partagée. Donc, il est clair que la mobilité individuelle dans les villes doit devenir partagée le plus vite possible. Et pour ça, il faut que les parkings soient libres d'accès, bien entendu. Ça réglera le problème du vandalisme, de tout ce qui est car sharing, trottinette sharing ou vélo sharing outdoor, parce qu'on voit bien à quelle vitesse c'est dégradé, hein, dès lors qu'on ne peut pas surveiller. Dans un parking privé, ça sera beaucoup plus facile de surveiller tout ça, donc il y aura moins de dégâts, et ça permettra de libérer enfin la voirie pour pouvoir faire cohabiter les différents modèles de transport doux, les vélos, les piétons, les trottinettes, et laisser un tout petit peu de place pour les voitures, mais pas n'importe quelle voiture, des voitures électriques bien sûr, mais surtout pour les artisans, pour ceux qui ont absolument besoin des véhicules pour travailler, c'est eux qui doivent être bien sûr prioritaires, les taxis également, mais pas les Uber. Il est évident qu'il faut éradiquer des villes la mobilité individuelle non justifiée, car les villes aujourd'hui ne peuvent plus supporter cette pollution et cette nuisance. Donc voilà en quelques mots en fait ce que devraient être les villes si on avait des élus qui seraient à la fois lucides et courageux. Alors on en a de plus en plus heureusement, mais hélas il n'y en a pas assez. Merci Fabrice Bonifay. Je suis sûr qu'après, il y aura, Julie Dumont voudra sûrement voir si son point de vue, il y a pas mal de points à voir. Et je voulais poser la question à Michel Putual des temps, en fait, parce qu'en plus d'être architecte, vous avez écrit un livre qui s'appelle La ville est morte, vive les villes, où vous donnez une vision de ce qui est aussi une ville durable pour vous. Et c'est quoi spécifiquement? Est-ce que vous êtes de cette approche de Fabrice Bonifay, plus de l'approche de Julie Dumont, ou un peu de deux? Alors, je suis un peu des deux, mais les deux ne sont pas allés au bout de leur raisonnement, ni Madame Julie Dumont, ni Monsieur Bonifay. En fait, le problème il est très grave. Si on ne fait rien d'important, et là c'est ce qu'a dit Monsieur Bonifay, d'ici les 5-10 prochaines années, en 2050, les villes sont mortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne seront plus capables d'assurer à leurs habitants une vie paisible, c'est-à-dire apaisée, et en même temps saine. La faute est à qui? La faute est aux politiques, c'est évident, c'est eux qui décident. Mais elle n'est pas seulement aux politiques. Depuis le 22 décembre 1789, 89, où on a modifié les départements, ce qui a été voté en 1790, on a remplacé des structures seigneuriales par des structures très bien organisées qui ont eu à ce moment-là des choses importantes à faire. Elles les ont fait. Mais au jour d'aujourd'hui, cette démarche ne marche plus, car le monde a changé, le monde va encore changer, et on n'a jamais voulu modifier les structures de base, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur, parce qu'il y a des élus, qu'on n'ose pas blesser des élus, et on a donc rajouté à chaque fois des strates de direction du territoire, les unes par-dessus les autres, sans changer le fond. Il faut donc revenir d'abord et avant tout sur une infrastructure institutionnelle différente. L'État, les régions, mais plus les départements. Il faut faire des aires métropolitaines
intégrale élargie. C'est-à-dire que plutôt que de voir des villes qui sont égocentrées sur leurs propres problèmes et qu'elles essaient de gérer, les maires font ce qu'ils peuvent, mais qui n'ont que peu de pouvoir, d'ailleurs on leur enlève régulièrement des pouvoirs et les moyens de traiter leur ville, il faut revenir à un projet global qui sait dire comment les villes avec leur territoire, non pas seulement arrêtées à leur boulevard, les villes avec leur territoire vont pouvoir gérer un ensemble qui permettra aux familles de vivre sereinement. Ça prend en compte le transport, RER, et en même temps transport entre les villes, non pas radioconcentrique sur Bordeaux ou sur métro de Libourne, sur notre ville, mais circulaire pour qu'on puisse aller de Libourne à notre ville sans être obligé de passer par Bordeaux, et ensuite développer et installer les entreprises sur tout le territoire. C'est pas normal que la métropole de Bordeaux accueille autant d'entreprises. Si elle avait le moindre respect des villes qui sont autour d'elle et de son territoire, quand une nouvelle entreprise arrive, elle aurait dit non, nous ne voulons plus de vous chez nous parce que nous n'avons pas les moyens de vous assurer une vie heureuse. Allez à Libourne, allez à l'Espar, allez à Langon. Car qu'est-ce qu'on constate? C'est que toutes ces petites villes sont devenues des déserts d'entreprises et reçoivent les gens dont les moyens faibles et parfois pas de moyens ne leur permettent plus de vivre dans la métropole. Donc, ils vont vivre à l'Espar, à Langon et aussi pour certains à Libourne. On a perdu cet équilibre du territoire, cet équilibre économique du territoire. Il faut savoir que les villes ne sont nées que de la capacité du territoire à les nourrir. Or, les villes sont devenues totalement abstraites, totalement hors sol et n'ont plus de relation avec le territoire. Et donc, premièrement, il faut que les élus en soient conscients, que les élus se rassemblent demain, pas dans 10 ans, qu'on ne fasse pas encore des lois, pour dire il faut modifier cela. Il faut faire attention que les élus s'adressent à un Parlement, que ce Parlement s'adresse à un gouvernement, mais que derrière, il y a des hauts fonctionnaires qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et quand une loi ne leur plaît pas, ils la déplacent dans le temps pour qu'elle ne soit pas votée. Donc ça, c'est très grave. Nous sommes dans un pays qui est infirme, qui est complètement mangé par son jacobinisme et qui ne permet plus aux régions de devenir autonomes en elles-mêmes dans leur gestion et dans leur développement. Il faut ensuite retrouver une certaine autonomie de territoire, pas une autarcie, mais une certaine autonomie capable, quand il y a une pandémie comme maintenant, de se nourrir sans être obligé d'aller chercher du soja à l'autre bout de la planète pour équilibrer l'ensemble de cela. Et il faut surtout que les habitants ne soient pas trop entourés, comme l'a dit Madame Dumont, parce que ça, c'est un paternalisme ou un maternalisme qui est néfaste à leur capacité à s'investir eux-mêmes. Il faut qu'on leur dise toi, tu es responsable. La loi, c'est que c'est toi qui nettoies ton trottoir. C'est pas la ville qui doit le faire. Et il faut que tu te prennes en main et que tu ailles t'investir dans la ville pour que justement l'ensemble du territoire, non pas seulement des 4 murs dans lesquels on vit, soit pris en considération et qu'on retrouve un équilibre, une participation, une cogestion, une codirection. Et c'est pour ça qu'il faut aussi revoir l'ensemble des... Les villes doivent rester avec leurs maires comme elles sont, ça c'est très bien. Les intercommunalités sont une bonne chose, mais c'est une série de couches avec des syndicats différents. Il faut reprendre tout ça. Et ça, c'est un problème impossible. Je l'ai dit à M. Juppé, je l'ai dit à M. Rousset, je l'ai dit à tous les responsables de la région. Ils disent toujours, oui, c'est très bien, mais c'est impossible à faire. Et c'est là le problème des politiques. C'est qu'ils ont peur de se lancer dans une aventure qui serait salutaire et morale pour la population et qui ferait que la ville, elle deviendrait durable, puisqu'elle serait gérée par les sociétés, par les habitants eux-mêmes. Moi, je propose que l'aire métropolitaine dont je parle, intégrale et élargie, que j'appelle une AMI, c'est facile, est un parlement, comme on avait dans les cités-États ou comme on a à Barcelone. Et ce parlement, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 50% d'élus politiques et 50% de personnes, de citoyens tirés au sort, dont 40% de femmes, 40% d'hommes et 20% de mineurs. Et à ce moment-là, quand les politiques décideraient d'un projet appuyé par les services techniques qui les accompagnent, la population serait au courant de ce projet, pourrait dire non, il ne convient pas, ou oui, il convient, et je m'investis puisque je vais voter, et en votant, je vais être responsable. Et il faudra ensuite qu'il y ait un comité d'éthique qui vérifie tous les 2 ans si les étapes ont bien été franchies, s'il n'y a pas eu des déviations, et si l'argent a bien été mis en place. Parce que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que les services techniques qui sont très puissants dans les communautés urbaines et dans les métropoles et autres, décident des prix des choses, j'en ai parlé avec Alain Rousset, et font des prix qui sont considérablement élevés pour des raisons incroyablement inutiles. Il faut plutôt laisser la place à des associations qui nous ont montré l'exemple. Quand vous voyez les Restos du Cœur, qui assurent auprès des pauvres
gratuitement pour l'État et pour les collectivités, la nourriture des gens qui n'ont pas les moyens de se l'acheter. Quand vous voyez les compagnons d'Emmaüs, c'est une association, hein, quand vous voyez les compagnons d'Emmaüs faire la même chose et créer dans la banlieue parisienne des cités pour recevoir les migrants, ce que l'État aurait dû faire ou les villes auraient dû faire, bien, on peut considérer que ce n'est pas à l'État de le faire, que ce n'est pas aux régions de le faire, que ce n'est pas au département qu'il faut éliminer, et non même pas aux communes, mais laisser la place aux associations pour devenir co-gérants de la commune et faire des travaux qu'elles savent faire. Et nous avons en face une grande société qui est Bouygues. Cette grande société Bouygues sait très bien faire des choses. Elle peut très bien participer avec des associations et non pas aller solliciter des politiques qui vont faire voter des prix incroyablement élevés dans des solutions PPP qui sont anormalement élevées pour que ces grandes sociétés se développent, bien sûr, mais la victime, c'est le citoyen. Donc il faut tout reprendre à la base et se servir de grandes sociétés comme Bouygues qui seront capables de le faire, comme on a vu hier à la conférence d'hier Danone, qui au niveau de l'agriculture s'est lancé dans un travail à l'échelle de la planète avec d'autres grandes sociétés pour que eux, privés, apportent à la population du lait naturel et pas du lait qui vient avec du soja d'Amérique du Sud, etc. Et ça, il faut se pincer, et il faut arrêter d'être dans le système où on est. Il est mauvais le système. C'est pour ça que je dis, les villes vont mourir si on ne développe pas les petites villes alentours qui sont notre avenir. Madame Dumont, face à cette situation, face à cette, on peut dire, sorte de, pour éviter que cette ville meure, quel rôle doit prendre l'État? Quel est l'accompagnement que vous laissez du côté des élus? Jusqu'où on peut aller? Alors, moi, tout d'abord, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ne parle pas forcément des élus en mettant tout le monde dans le même sac, hein. Les élus, il y a des élus locaux, il y a des élus départementaux, régionaux, il y a des élus à l'échelle nationale, voilà. Donc, les élus locaux ont les moyens qu'ils ont, on sait qu'ils diminuent en permanence. Par contre, ils ont une grande richesse, les élus locaux, c'est qu'ils ont la proximité avec les habitants. Et cette proximité, alors même si la confiance s'émousse, hein, très clairement, on a vu la participation aux précédentes élections qui était quand même assez basse, néanmoins, les élus locaux ont quand même l'oreille des habitants, ils ont la possibilité de s'adresser à eux directement, de mieux comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont les nécessités. Alors, qu'est-ce que des élus peuvent attendre? Déjà, peut-être un changement de paradigme et de système. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le système dominant, c'est un système de surconsommation et qui est relayé très clairement par tout, par l'éducation, par les médias, la presse. Enfin, on est vraiment dans un monde où on nous vend l'avoir et où on ne nous vend pas du tout le être. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, on est sur une société où on veut avoir, avoir, avoir. Et ça a des conséquences extrêmement néfastes sur, évidemment, les aspects environnementaux, le changement climatique, etc., etc. Cette surconsommation, cette course à l'échalote pour consommer en permanence, et c'est ce qu'on nous vend, c'est ce que la majeure partie, malheureusement, des citoyens mangent, hein, acceptent. Et c'est pour ça qu'on a des gens, effectivement, certainement plus dans les supermarchés que dans les associations type AMAP pour le maintien de l'agriculture paysanne, ce qui est pourtant, au niveau du prix aujourd'hui, il n'y a pas des différences énormes. On a des gens qui ne savent plus cuisiner, on a des gens qui ne prennent pas de plaisir justement à faire eux-mêmes les choses. On a une certaine partie de la population qui y aspire, mais qui est relativement minoritaire. Et si vous voulez, pour moi, c'est aussi être... Enfin, ce qu'on peut attendre de l'État, c'est d'être clair aussi sur le fait que ces lobbies qui poussent à toute cette communication et qu'on n'abandonne pas cette communication parce que sinon on a une croissance qui s'effondre, ok, mais néanmoins tout ça contribue, si vous voulez, pour moi, au fait que on continue effectivement à rêver d'une maison individuelle avec un grand jardin qui participe à l'étalement urbain. On parlait tout à l'heure, Monsieur Bonifay parlait du partage des usages. Aujourd'hui, on est encore sur une vision extrêmement propriété, c'est à moi. Enfin voilà, on est encore sur ces aspects culturels, hein. C'est des choses qui sont culturelles. La propriété, c'est culturel. Or, aujourd'hui, effectivement, et là je rejoins tout à fait Monsieur Bonifay,
Bonifay, on a besoin de partage, on a besoin d'entraide, de solidarité, d'une vraie valorisation des associations, comme le disait Monsieur Pétuolétan. Évidemment, les associations jouent un rôle primordial, et notamment dans des villes à notre échelle. D'ailleurs, les villes, pour nous, c'est un indicateur clé de savoir combien d'associations actives nous avons sur le territoire, parce qu'on sait que ces associations, elles participent à la fois à la solidarité, et on les en remercie parce que parfois elles sont le seul à le faire. On a des associations qui participent à l'épanouissement au travers d'actions culturelles, d'actions sportives. Voilà. Et aujourd'hui, ces associations, les recycleries, enfin tout ça, elles participent à l'économie du partage. Mais on est encore sur des initiatives ultra locales qui sont appréciées au niveau local, mais on n'arrive pas du tout à massifier tout ça, ce qui fait que la culture dominante reste quand même une culture de la consommation et pas forcément de la meilleure. On peut s'interpeller ou pas? Absolument, oui, ça sert aussi à avoir des bons échanges. Et après, ce serait bien aussi d'écouter Fabrice Bonifay sur cette intervention. Donc oui, allez-y, Michel Pétuolétan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je vous remercie, madame, vous avez vendu mon projet. Mais vous avez parlé surtout de la relation évidente, j'ai bien dit dans mon propos, et vous verrez si vous lisez mon livre, que je donne une grande part aux communes, que les communes sont au contact de la population. Ça, c'est un constat, c'est un fait, mais ce n'est pas une solution. Et ensuite, vous dites avec juste raison qu'il faut les intégrer, etc. C'est ce que je propose. Et les associations, elles existent, il faut les développer. Il faut les développer. Ce n'est pas nous à payer des impôts pour qu'ensuite les villes ou les intercommunalités les redistribuent. Il n'est pas nécessaire de voter des impôts, les redistribuer si les gens font la chose. Et la ville durable, puisque c'est de la ville durable dont on a parlé, c'est celle où les êtres humains, familles, seront pris en compte. Il faut aussi se demander quelle sera demain. On voit aujourd'hui qu'il y a seulement 13 ans qu'un certain Steve Jobs a inventé le portable interactif. Tout le monde était étonné quand il a présenté à la télé, on voyait avec ses petits doigts qu'il faisait tout bouger. Eh bien maintenant, on ne sait plus se passer de cela. Donc on est en 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2030? Il y aura eu plein d'éléments nouveaux qu'on ignore totalement qui vont arriver. Et ce n'est pas l'environnement d'aujourd'hui, de la consommation qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que nous, dont moi je me sens, moi il y a 57 ans que je travaille, je me sens, j'ai beaucoup d'expérience au niveau d'élus, de maires, de présidents de la République, de premiers ministres que j'ai servis, et je me suis rendu compte que leur blabla, comme disait exactement M. Bonifay, était du blabla et que derrière, il n'y avait pas d'action. Et ce sont les communes, et vous avez raison, madame, qui doivent prendre l'action, mais pas subir l'ordre du supérieur qui est le département ou le préfet, mais en même temps envisager des actions. Ça a été fait dans différents pays, Porto Alegre et d'autres, où on a vu des maires, et en Espagne, beaucoup, interdire la voiture en ville, c'est ce que je propose, il ne faut plus de voitures en ville, plus aucune voiture, et que les voitures, elles sont stockées à la périphérie. Le gars qui arrive avec son gros 4x4 qui pue et qui pollue, il reste dans un parking à la périphérie, et de là, avec son petit portable, il aura appelé une voiture collective, c'est-à-dire une voiture, il choisit la dimension, j'ai 8 enfants, donc il me faut un grand, j'ai que ma belle-mère, il me faut un tout petit, et la voiture viendra le prendre, elle sera ou à hydrogène, ou solaire, ou électrique, elles existent. Aux 3 systèmes, elles existent. Et on l'amènera devant sa porte, où il pourra rentrer toutes ses affaires, son filet à papillon ou sa planche à voile, et il ne sera plus en voiture dans la rue, et cette auto qui sera peut-être autonome ou conduite par des chauffeurs parce qu'il faut créer des emplois, repartira au parking pour servir pour une autre personne. Et si vous avez un enfant qui a 4 ans et qui ne peut pas aller tout seul à l'école, vous appuyez sur votre portable et la voiture viendra le prendre dans le silence et l'amener à l'école. Si vous êtes trop âgé et que vous ne pouvez plus conduire, ce sera la même chose. Donc, il faut arriver à ce système qui devrait être gratuit. Quand vous pensez combien la métropole de Bordeaux dépense par an que pour le fonctionnement de ces transports en commun, ce sont des centaines de millions d'euros, des 55 millions d'euros exactement, c'est incroyable. Il vaudrait mieux être gratuit et ne pas avoir des systèmes dépassés dans le temps comme le tramway qui coûte une fortune et dont on ne sait même pas comment on va l'entretenir. Et c'est ça où les politiques sont
comment dirons-nous, faillissent, parce qu'ils n'arrivent pas à se rassembler entre eux. Il faudrait que vous, la Cali, rassemble tous les maires et fasse un projet commun sur la Cali autour de Libourne, et non pas chaque maire qui demande quelque chose et on lui donne que si l'autre ne l'a pas déjà eu, ou que, etc. Et il y a un système qui ne marche pas. Il y a des gens de bonne volonté, vous en êtes, parce que les élus, c'est des gens d'extrême bonne volonté, mais ils sont tout seuls, les élus, ils sont perdus. Il faut reprendre le système globalement. Fabrice Bonifay, votre réaction? Pardon? Vous avez le micro coupé. Activez le micro, vous avez les micros coupés. Voilà. Oui, alors maintenant, bon, je pense que tous, on a affaire à des gens qui sont, qui sont convaincus, éclairés, qui, en colère aussi de voir autant d'inaction, compte tenu du temps qui reste. Alors moi, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que Michel Pétuot sur le fait que la technologie va être aussi omniprésente dans le futur, pour une raison simple, que l'équation énergétique qui est la nôtre aujourd'hui fait qu'on va aussi vers une sobriété numérique qui va être subie. On est rentré dans la déplétion des énergies fossiles aujourd'hui à vitesse accélérée. On a passé le plateau. On va maintenant avoir moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie. Donc, on va rentrer en récession qui ne sera pas simplement une récession économique, mais ça serait une récession liée au fait que moins d'énergie dans l'économie, c'est bien sûr moins de PIB pour les États et moins de marge de manœuvre également. Et donc cette sobriété, cette frugalité qui va s'imposer à nous, alors qu'on aurait pu très bien la préparer bien avant, maintenant il va falloir le faire, en mode forcé. Je rappelle simplement un chiffre, encore une fois, on ne triche pas avec les lois physiques. On doit diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire donc d'ici 2030. 2030 divisé par 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. Le bilan carbone d'un Français, aujourd'hui, il est de 12 tonnes en moyenne. Il faut passer de 12 tonnes par an et par forfait à 2 tonnes en 30 ans. C'est juste, faites votre bilan carbone et vous allez voir ce que ça veut dire de passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Et ça, si on ne le fait pas, c'est la garantie d'un climat qui sera durablement déréglé dans les décennies à venir. Et il n'y aura pas de bouton reset, car on sait aujourd'hui que quoi que nous fassions aujourd'hui, le climat continuera de se réchauffer, même si nous arrêtons d'émettre le moindre gramme de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'urgence climatique. Cette urgence climatique, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, on en mesure les premières manifestations depuis 3-4 ans avec les événements climatiques exceptionnels que l'ensemble de la planète subit. Et chaque dixième de degré supplémentaire sera une catastrophe en puissance. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est notre inaction chronique qui a conduit à cette situation qui est vraiment dramatique. Donc effectivement, lorsqu'on propose aux gens, lorsqu'on demande aux gens quels sont les leviers qui nous restent, en fait, il n'y a plus que 3 leviers. Il y a le levier du comportement individuel. Donc les gens, avec leur carte bleue, ont le choix d'acheter des produits prédateurs du vivant, des produits extrêmement polluants ou pas. Et c'est vrai que certains produits qui sont mieux pour la planète sont un peu plus chers aujourd'hui. Eh bien, je pense que le rôle du régulateur, ce serait de taxer ce qui est mal et de détaxer ce qui est bien, à condition d'en avoir conscience. Deuxièmement, effectivement, les élus locaux, mais très locaux, ceux qui sont à l'échelle même le territoire, ça me paraît déjà un peu grand. C'est à l'échelle des villes, parce que ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup plus conscience que les autres élus de la réalité du terrain et de la misère qu'on peut le constater sur le terrain. Et puis aussi les entreprises, parce que les entreprises ont plus conscience de leur vulnérabilité que les États. Même quand l'État français fera faillite dans les 10 ans qui viennent, la Tour Eiffel restera où elle est, le château de Versailles également, le Mont Blanc également. Par contre, une entreprise qui fait faillite, c'est terminé. Donc, les entreprises qui commencent à avoir conscience qu'il ne peut pas y avoir d'économie profitable dans un monde durablement abîmé par la contrainte climatique, elles sont en train de se rendre compte qu'elles doivent changer leur modèle économique et passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire basé sur le réemploi. Donc de vendre l'usage et de rester propriétaire des produits qu'elles commercialisent. C'est une nécessité. Et donc le rôle du régulateur, s'il doit en avoir un, c'est de faire en sorte de favoriser cette transition. Et il nous reste un petit peu moins de 3000 jours pour y arriver. C'est ça, en fait, le vrai défi aujourd'hui de l'humanité. Je pense que Michel Putolettan voulait dire quelque chose avant de passer la parole à Madame Dumont.
Vous avez le micro, vous avez le micro désactivé. Voilà. Alors, pardon, je voulais simplement soutenir ce que disait Fabrice sur le point des engagements qui avaient été pris aux différentes conférences sur la Terre et l'avenir de la Terre. Ces engagements, pour arriver à réduire de 50% en 2030, avaient des étapes intermédiaires, notamment en 2020, et on est très loin d'avoir atteint ce qu'on devait faire en 2020. Donc, il est impossible à ce jour d'atteindre ce qui était prévu pour 2030 pour ne pas avoir plus de 2 degrés de plus en 2100. Et donc, ce qu'il dit est juste. C'est pour ça que je dis que la ville est morte. Il faut arrêter les villes, il faut arrêter d'imperméabiliser, il faut arrêter. Quand moi je parle de la mobilité, je dis les rues, il faut les casser pour qu'elles deviennent des jardins, des îlots de fraîcheur, avec juste une petite voie béton blanc pour ne pas accumuler la chaleur au milieu, où passeront les véhicules, elles sont toutes à sens unique pour ne pas avoir 2 fois de voie, et où passeront les véhicules électriques ou à hydrogène qui viendront amener les gens. Et le reste, c'est des allées piétons, c'est des enfants qui se promènent, c'est l'eau de toit qui arrive dans ce terrain-là et qui ne va pas dans l'Isle ou la Garonne ou la Dordogne pour les faire déborder. Évidemment, il a raison que de dire que le pic pétrole, il est dépassé, où on redescend parce qu'il faut arriver à moins consommer. On n'a plus besoin d'énergie fossile. Aujourd'hui, on en a encore besoin, mais il faut se donner comme cap que dans 5 ans, et dans 5 ans, c'est le mandat d'un élu. C'est pour ça que je dis que les élus sont très responsables, parce qu'ils ne se rendent pas compte que déjà, certains prennent des décisions pour être réélus dans 5 ou 6 ans, ou ne les prennent pas pour éviter de ne pas être réélus. C'est le schéma d'un homme politique, c'est ma réélection. C'est pas je m'en fous de ma réélection et je vais essayer de faire avancer la planète, c'est est-ce que je vais être réélu? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment modifier notre organisation, et vous avez raison, madame, ça appartient à la population et à ceux qui l'entourent comme vous à forcer les politiques à se regrouper, à se rendre compte du danger et à dire on va changer notre manière de gérer les territoires. Madame Dumont. Oui, alors simplement, peut-être qu'on a une chance aujourd'hui, je le pense, c'est qu'on a des nouveaux élus qui n'ont pas tout à fait le même visage ou en tout cas les mêmes ambitions. Moi, personnellement, ma réélection, autant vous dire que je n'y pense même pas déjà être élue, je ne pensais pas que ça m'arriverait cette année. Donc voilà, donc je pense, par contre, je suis formée sur le sujet que je dois traiter, qui est la démocratie participative, puisque ça fait partie de mon métier. Donc on a aussi des élus qui deviennent peut-être un petit peu plus experts de leur délégation, ce qui, à mon sens, est juste normal. Hein, parce qu'avoir des élus qui ne savent pas de quoi ils parlent, effectivement, moi, ça fait 17 ans que j'accompagne des collectivités et que je suis parfois confrontée à ça, et ça m'étonne toujours. Voilà. Donc la formation des élus et leur montée en compétences plutôt que leurs ambitions politiques me semble effectivement une chance aujourd'hui. Je pense qu'on a un renouveau à ce niveau-là. Par ailleurs, je vous rejoins évidemment sur le fait qu'aujourd'hui, cette table ronde, elle est intitulée La ville durable. Moi, je pense que vous auriez pu l'intituler La ville résiliente ou La ville qui s'adapte, parce que très clairement, la durabilité, aujourd'hui, je pense qu'on est largement au-delà. Je partage le constat de nos invités. C'est aujourd'hui, on va faire face de plus en plus à des situations qui vont être catastrophiques à gérer. Et effectivement, le rôle des villes, je pense aussi, c'est la prospective, c'est d'anticiper, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, à quoi on va faire face? C'est quoi les risques? C'est quoi ce qui nous attend réellement? Parce que, alors, il y a ce qu'on va pouvoir prévoir, puisqu'on ne pourra pas prévoir. Hein, le Covid, par exemple, bon, bah, c'est un aléa qu'on n'avait pas prévu, lié ou pas au changement climatique. On n'a pas de réponse aujourd'hui à ce sujet, mais il y a des études qui auraient tendance à dire que peut-être il y aurait des liens. Donc, bon. Peu importe, j'ai envie de dire simplement, effectivement, les leviers que nous proposait Monsieur Bonifay sont intéressants. Les élus locaux, oui. Alors les élus locaux, avec, comme vous le disiez, le courage effectivement de prendre des décisions peut-être assez radicales. Ce qui serait important, c'est qu'il y ait un meilleur partage, je pense aussi, entre élus locaux. Et là, j'en appelle à la responsabilité aussi des grandes associations qui regroupent les élus locaux de réfléchir peut-être à des actions coordonnées, parce qu'effectivement, si du jour au lendemain, je prends l'exemple de ma ville, on passait au 0 voiture, bon, on aurait, je pense, quelques départs, ou en tout cas, voilà. Alors que si ça devenait une tendance générale et pourquoi pas quelque chose qui rentrerait dans la normalité,
Voilà, je pense que ça rassurerait, entre guillemets, les élus et qu'ils auraient peut-être plus le courage de le faire. Ça, c'est une chose. Les entreprises. Alors, moi, je reviens sur les entreprises parce que, sincèrement, ça fait suffisamment de temps qu'on parle du développement durable, qu'on alerte sur les changements climatiques, le fait qu'on va droit dans le mur. Bon, les entreprises, aujourd'hui, comme les citoyens, les consommateurs surtout, sont un peu plus sensibilisés, ben effectivement, eux aussi se sensibilisent et puis ils voient effectivement la réalité en face, hein, c'est qu'effectivement, la ressource, elle est plus disponible. Elle coûte de plus en plus cher. Donc là, on se retourne vers l'économie circulaire. Mais c'est pas comme si l'économie circulaire, c'était une nouveauté. Moi, personnellement, j'ai travaillé en 2003 sur un guide de l'économie circulaire. Bon, autant vous dire qu'il n'a pas intéressé grand monde à cette époque-là. Voilà, et surtout pas les entreprises. Et quant au comportement individuel, personnellement, oui, c'est certainement le levier, en tout cas, que moi, à mon niveau, hein, de ma responsabilité, c'est celui que j'ai le plus la possibilité d'activer de la place où je suis. Je parle de mon rôle au niveau de la démocratie participative, mais mes autres collègues sont aussi sur des interrogations sur tout le reste. Et c'est cette coordination-là aussi qui va permettre de faire changer les comportements. Aujourd'hui, nous, on promeut énormément les commerces de centre-ville à la place des grandes surfaces, etc. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail, je dirais, très peu satisfaisant parce qu'effectivement, on le voit, le modèle dominant, c'est toujours le même. Donc moi, je remonte toujours sur ce cran éducation, sensibilisation, et là, c'est une action coordonnée. C'est une action coordonnée des associations, des politiques, des entreprises. Moi, je reconnais aux entreprises cette capacité aussi à partager des choses et on a de plus en plus des entreprises qui se disent à vocation ou à mission, les entreprises à mission. Enfin voilà, on a un nouveau mouvement là, un petit peu comme ça, qui se développe avec effectivement cette capacité de certaines entreprises aussi, voilà, avoir un impact. Et je pense que cette action coordonnée, et d'ailleurs je vous remercie de nous avoir réunis entre entreprises, collectivités, chercheurs, architectes, etc. Parce que c'est ça, je pense, qui est l'avenir de demain. C'est si on arrive à avoir des actions coordonnées. Et c'est vrai que les projets d'écologie industrielle urbains sont certainement un très bon levier, je pense, pour agir tous ensemble dans cet même objectif, hein, qui est tout simplement de maintenir, hein, parce que je ne pense pas qu'on aille vers du mieux, mais au moins de maintenir une qualité de vie dans les villes qui soit acceptable demain. Fabrice Bonisset, vous vouliez ajouter quelque chose avant de nous approcher à la fin de nos tables rondes? Oui, moi je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Madame. Je voulais simplement donner un exemple quand même sur le fait que les entreprises n'ont pas toujours été exemplaires et j'en conviens tout à fait. Mais je vais vous donner quand même un exemple. Pour le BTP que je connais bien comme secteur, le BTP produit, hélas, 40 millions de tonnes de déchets par an tous les ans. 40 millions. Donc les déchets issus de la déconstruction d'immeubles anciens et donc les matériaux pondéreux qui constituaient ces immeubles et les éléments finis, c'est-à-dire le second œuvre, les portes, les fenêtres, etc. Donc ça, tous ces déchets sont aujourd'hui valorisés pour la partie des pondéreux à peu près à 60% en sous-couche routière. Tout le reste, j'ai bien dit tout le reste, c'est enfoui, c'est jeté dans des centres d'enfouissement. Donc, on sait très bien que l'économie circulaire de demain, c'est certainement pas le recyclage, c'est le réemploi. Le réemploi, ça veut dire quand on démonte des portes, eh bien on les remet en état, puis on les remet sur d'autres bâtiments, les faux planchers, les moulures, les chemins de câbles, etc. Et il est, à mon avis, urgent que les maîtrises d'ouvrage publiques et les maîtrises d'ouvrage privées deviennent prescripteurs de réemploi. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il y a une offre qui est pléthorique, je répète le chiffre, 40 millions de tonnes, mais diviser ça par 38 tonnes, ça vous fait le nombre de camions qui se baladent avec des déchets sur les routes françaises tous les ans. Eh bien, prescripteur que les maîtrises d'ouvrage, lorsqu'il y a des projets de rénovation ou de bâtiments neufs à construire, doivent imposer aux constructeurs que nous sommes, hein, eh bien, d'incorporer dans leurs bâtiments des éléments du réemploi. Car c'est, encore une fois, on accuse des constructeurs de bétonner, etc., mais en fait, on construit toujours pour le compte de clients. Et quand le client nous dit vous faites comme ça, on fait comme ça. Si demain, c'est dans les cahiers des charges, si on l'impose, je vous garantis qu'une entreprise comme Bouygues, on sera capable d'aller chercher les matières premières là où elles sont, parce qu'en plus, on est souvent les démolisseurs, et on réincorporera dans les projets neufs
des matières premières réemployées et pas recyclées après remise en état. Alors, bien entendu, il y a un effet économique. Il est clair que la TVA sur le réemploi ne doit pas être la même que la TVA sur les produits neufs, parce que qui dit réemploi dit dépose, dit remise en état, et tout ça, c'est de la main-d'œuvre, et la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher que les matières premières et l'énergie. Donc, si on veut que ce soit avec un équilibre économique viable, il est aussi urgent d'utiliser de l'outil fiscalité pour favoriser le réemploi. Mais en tout cas, je pense qu'il serait très facile demain de beaucoup plus réemployer ce que l'on fait aujourd'hui. Et réemployer, ça veut dire moins d'énergie grise pour fabriquer les matériaux vierges à l'origine des bâtiments, donc baisser le bilan carbone de la construction. Et on sait que la construction en France, tenez-vous bien, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et on pourrait très bien le diviser par deux en très très peu de temps. Donc voilà une solution qu'on propose. C'est une solution qui est pragmatique. Aujourd'hui, les acteurs économiques enfin les constructeurs sont prêts à incorporer le réemploi dans la construction. Moi, je dis, allons-y. Michel Pétuard-Létang, j'ai vu que vous voulez rajouter quelque chose. Non, mais c'était au fur et à mesure du commentaire, parce que je suis un Gascon, alors j'ai des fois envie de couper la parole, alors je me suis coupé le micro pour pas couper la parole, mais j'étais d'accord avec ce que dit Fabrice et avec ce que dit aussi l'élu Julie. En fait, comme vous dites, Julie, moi, dans mon livre, je dis qu'il ne faut plus de centres commerciaux périphériques. J'appelle ça les tue-la-ville. Parce que la ville, c'est la rue. Et la rue, c'est l'échange. La rue, c'est la connaissance de l'autre. La rue, c'est aussi la possibilité d'assurer de se rendre compte de la fragilité des gens et de les aider sans qu'ils soient obligés d'aller chez le médecin, sans qu'ils soient obligés d'aller à des... Donc, les centres commerciaux, comment se fait-il qu'aujourd'hui, madame, Julie, Dumont, il y a des maires qui votent aujourd'hui des permis de construire à la périphérie de leur petite commune pour faire un centre commercial. Parce que, comme vous l'avez dit, ils sont sous la pression du capital. C'est du capital de cette société. Et ça, il ne faut pas attendre de se retrouver tous autour d'une table ou de faire du blablabla, comme disait tout à l'heure Fabrice. Les maires, il faut qu'ils apprennent à ne plus faire ça. Et ça, il faut les aider. Il faut les encadrer. Il faut vous l'avez dit, je vous félicite d'être élu et d'être élu récemment et d'avoir dit qu'il y avait des élus, et on en a un à Bordeaux justement, qui ont une autre façon de voir leur avenir personnel et l'avenir de leur ville, et je suis très heureux de cette modification actuelle des élus. Mais il y a aussi des élus anciens, j'en connais, qui ont aussi cette fibre de sauvegarde de leur commune et de l'intérêt de la qualité de la vie dans leur commune. On a donc, les bonnes volontés sont là, les personnes sont là. Ce qui ne marche pas, c'est l'infrastructure institutionnelle. L'obligation pour un maire d'une petite commune, j'en connais dans la Cali, qui quand ils veulent régler le problème d'un croisement dangereux où une départementale croise un petit chemin où les enfants vont à l'école, il demande à améliorer ce croisement, il est prêt à payer, il faut qu'il fasse des dossiers, et au bout de 2 ans, on lui dit, vous n'êtes pas passé par le bon chemin, on ne le fait pas. S'il y a des morts entre-temps, qui est responsable? Et c'est cette organisation, cette infrastructure institutionnelle qui ne fonctionne plus et qui n'est pas adaptée à notre futur, dont vous avez tous parlé. Moi, je suis d'accord avec vous. Et avant de clôturer, oui, Jean-Luc. Juste une chose, voilà, juste pour vous indiquer, nous allons bientôt clôturer, donc un petit mot de la fin de tout un chacun sur cette thématique des villes durables. Si Madame Dumont souhaite commencer, par exemple. Écoutez, moi je suis ravie de cet échange, même si il fait le constat, je crois, de nos faiblesses et de ce qui pêche aujourd'hui, voilà, dans un système qui est très technocratique, qui permet pas forcément toutes les largesses, mais je pense quand même globalement que c'est aussi une question de vision. Une question de vision, et j'enlève le mot politique de cette vision, hein, une vision, ou en tout cas le mot politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire une anticipation, une vision claire de ce dont on a envie. Effectivement, je pense qu'un élu réclame un centre commercial dans sa périphérie, il a en tête certainement la satisfaction
d'un électeur qui, lui, a ses modes de consommation. Il a également peut-être des ambitions de faire augmenter ses revenus. En revanche, quand un élu se projette dans une petite ville avec un centre-ville, des petits commerçants, la joie de vivre qu'on peut retrouver dans ces rues, qu'on ne retrouvera certainement pas dans le centre commercial, voilà, c'est des visions qui sont différentes, mais qui sont quand même. Et là, j'en reviens à ce qu'on disait. C'est vrai que les électeurs sont nos citoyens. Et si leur vision à eux, elle n'évolue pas et elle ne change pas, si chacun n'a pas envie d'être dans cette ville, à se balader et à profiter des commerces de centre-ville, bah, on va avoir du mal effectivement à faire se rencontrer les enjeux de demain et ceux d'aujourd'hui. Voilà. Donc bon, allez, on garde espoir, mais en tout cas, je vous remercie pour cet échange de mon côté qui était très intéressant. Monsieur Pétois-le-Temps, peut-être? Moi, je pense que c'était pas seulement un constat et que c'était, moi, je crois que Fabrice, vous, madame, et moi-même, on a fait des propositions. On a envisagé des solutions. Moi, je suis plein d'espoir. Je me sens très jeune. Et je suis sûr que les villes vont évoluer, que tout va bien fonctionner. Il y a des entreprises très engagées. Bouygues en est une, justement. Et il y a une prise de conscience, vous l'avez dit, nous l'avons tous dit, des élus, des nouveaux élus et des entreprises qui maintenant vont vers des schémas plus simples, plus courts, plus francs et plus sains. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Merci Monsieur beaucoup. Bonifay, vous avez aussi de l'espoir? Ouais, enfin, en ce moment, c'est compliqué, hein, je reconnais d'avoir beaucoup d'espoir. Mais en tout cas, il y a plein de bonne volonté. Je suis heureux de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris, qui sont sincères, qui sont enthousiastes. C'est trop tard de savoir qui a tort, qui a raison. De toute manière, maintenant, il faut aller rapidement vers des solutions. Et ces solutions, elles existent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles existent. Il faut simplement maintenant accélérer leur déploiement. Je pense que dans tous les domaines, on peut manger différemment, on peut s'habiller différemment, on peut vivre différemment, on peut aménager la ville différemment. Ce qu'il faut, c'est valoriser ceux qui font vraiment, les montrer en exemple, et donner envie aux autres de s'inspirer, hein. Il y a quand même des élus qui font des choses formidables dans leur vie. Je pense à Los Angeles, je pense ce que fait Monsieur Piolle actuellement à Grenoble, etc. Il faut absolument valoriser ce type d'élus qui sont des gens courageux, qui utilisent beaucoup la concertation chère à Julie Dumont, et je pense qu'elle a raison. Et voilà, moi, ce qui me donne espoir, c'est que ces solutions sont sur la table. Maintenant, il faut avoir envie de les utiliser, et je suis persuadé qu'on aura 5-10% des villes qui vont les mettre en place. Toutes les autres basculeront comme un effet domino. Donc, j'espère simplement que ça se fera avant 2030, car le temps presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Et nous voulions aussi amorcer le fait que les problématiques dans lesquelles nous avons parlé sont globales, tout en nous référons à des enjeux nationaux, à des villes nationales. Mais comme World Impact Summit est le sommet international des solutions pour la planète, je tenais aussi à vous faire remarquer que dans le continent mis à l'honneur, dans la région mise à l'honneur cette année, l'Amérique latine, les mêmes problématiques se posent et des solutions sont trouvées, avec notamment un écoquartier créé à Cali sur le modèle à la française, disons, avec une charte d'écoquartier français. Et cette vidéo de présentation de cet écoquartier sera retrouvée aussi en ligne, en complément de cette table ronde, que je me permets de conclure et de remercier tout le monde pour ces interventions très inspirantes pour nous tous.